Nous sommes ici pour vous parler de, alors plus que d'e-learning d'ailleurs, le terme consacré aujourd'hui, c'est digital learning. Le e-learning étant censé être la précédente génération, révolution qu'il y a pu y avoir dans le domaine de la formation professionnelle. Donc c'est bien le sujet du jour. Et le sujet, pour préciser notre angle d'attaque, c'est de savoir comment le digital est en train de complètement recomposer ce monde de la formation professionnelle et le rôle des différents acteurs. Et je pense que ce qu'on va essayer de faire émerger pendant cette petite heure ensemble, c'est quels sont les nouveaux modèles économiques, quelles sont les stratégies qui sont adoptées par les différents acteurs. Je pense que c'est d'ailleurs une observation qu'on peut ensuite décalquer sur les autres secteurs qui peuvent être impactés par le digital. Voilà. Pour commencer, je vais vous présenter mes compagnons. Aude Simon, qui est responsable de l'Académie métier au sein du groupe Groupama, et donc en charge de nombreuses activités qui ont trait à la formation et qui est donc au premier plan impacté par le digital et le digital learning. Jean-Baptiste Gouin, Talentco. Talentco, c'est un organisme de formation, mais aussi une entreprise de conseil qui intervient surtout et qui accompagne les entreprises dans la transition digitale. Voilà, donc aussi bien par l'organisation de vraies stratégies d'événementiel et de communication que des actions de formation. Et donc Jean-Baptiste est au premier plan lui aussi de cette révolution en marche. Et puis de plus, il a une grande expérience. Il a travaillé pendant 13 ans chez Segos, donc il a connu pas mal de révolutions ou de mouvements du secteur. Et puis Tiffen, qui est de 360 Learning. 360 Learning, c'est un des acteurs émergents du secteur. 360 Learning créé en 2010, qui est un nouveau modèle de plateforme d'hébergement, parce que qui dit digital learning dit forcément hébergement des contenus et diffusion de ces contenus, et puis aussi conception de ces contenus. Donc ce qu'on appelle les LMS et les LCMS, mais elle nous en dira un peu plus. Donc 360 Learning est une des boîtes qui a une très grosse croissance sur ce secteur-là, et qui propose aussi depuis peu de temps une nouvelle offre, ce qu'ils appellent la marketplace, c'est-à-dire une plateforme de distribution de digital learning. Voilà, donc un des éléments de recomposition du secteur. Et puis je vais peut-être me présenter également. Donc moi je suis Loïc Legac, le président et fondateur de Syncovery. Nous, notre métier dans ce petit secteur, c'est de produire les contenus pour nos clients, aussi bien sur mesure que des contenus sur étagère qu'ensuite on propose aux entreprises. Et on a même un troisième modèle où on travaille en coproduction, ce qui est une chose assez nouvelle qu'amène le digital justement dans le monde de la formation. Je vais commencer par donner la parole à chacun, tout simplement sur une question de base, essayer de définir qu'est-ce que c'est justement que le digital learning. C'est quoi la nouveauté dont on parle aujourd'hui quand on dit que le digital impacte la formation? Qu'est-ce qu'il y a de changé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Aude? Alors, pour moi, tout simplement, le digital learning, ce que c'est l'apparition du numérique dans les formations. Formation présentielle ou formation à distance. Les outils, les plateformes, les classes virtuelles, tout ce qui est numérique. Ce qui est intéressant et ce qui est très marquant, c'est ce qui arrive avec le digital learning, qui est, selon moi, l'évolution des comportements. On travaille beaucoup plus en collaboratif, et ça, c'est un des éléments très marquants en formation, grâce à la technologie et puis avec l'évolution des usages et des modes de formation. Donc pour moi, DRH, c'est une très bonne nouvelle, ce digital learning, parce qu'on travaille beaucoup plus efficacement pour plus d'impact. Le digital, pour moi, c'est un outil, un moyen, et c'est une bonne nouvelle. Tiffen? Alors, déjà, juste avant, je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être ici. Je voulais partager avec tout le monde le fait que j'étais heureuse d'être ici pour parler de la révolution digitale dans la formation. Alors, qu'est-ce que le digital learning? Donc, ma réponse en deux parties. Donc, des nouveaux usages, comment on réintègre les usages du web actuel qu'on peut retrouver sur Facebook, Twitter, tout ce qui nous engage au quotidien sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, comment on les réintègre dans les processus de formation en ligne. Et c'est à la fois aussi des nouvelles technologies, et notamment l'intégration aussi de la data. Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer de l'adaptive learning, mettre à profit tout cet or dans la formation pour la rendre encore plus engageante, la rendre plus pertinente et créer encore plus d'interaction entre les apprenants, puisque l'interaction entre les apprenants, c'est
l'essentiel dans les processus de transmission du savoir. Voilà. Jean-Baptiste. Bon, moi, ce sera juste une synthèse. Du coup, je suis aussi très content d'être là. Oui, il y a deux aspects. Pour moi, il y a effectivement dans le digital learning l'ensemble de ces nouveaux canaux d'apprentissage. Et ça fait aussi appel à une nouvelle notion qui sont les nouveaux usages de l'apprenant. Pour moi, ça se décline derrière en trois choses. Ça veut dire qu'on arrive sur une notion du multicanal de l'apprentissage. On parle dans la relation avec nos clients de multicanal, hein, de différents points de contact pour pouvoir faire la promotion de ces produits, les acquérir avec le e-commerce, etc. Il y a une autre notion qui est forte là-dedans, dans cette notion du digital learning. On parle de plus en plus de la learner experience. On va parler sans doute de contenu tout à l'heure. La star, c'est plus le contenu. La star, c'est l'apprenant. Et c'est à l'entreprise de s'adapter aux nouveaux usages de l'apprenant et donc d'accompagner son expérience, de savoir qu'est-ce qui va être le plus efficace pour lui, à quel moment, suivant quelle modalité. Et c'est surtout pas une réponse unique pour tous les collaborateurs. Et puis la troisième notion, pour moi, ça fait appel à ce désir de multiplier les opportunités d'apprentissage. Il y a un chiffre ou deux chiffres qui sont quand même très parlants, je pense, pour comprendre dans quel contexte est le digital learning. C'est l'université de Duke qui dit ça, qui dit que les enfants, 75% des enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui exerceront des métiers qui n'existent pas encore. Dit autrement, on est dans une mutation formidable des métiers et des compétences. Et la déclinaison de cela, c'est qu'on considère actuellement, toujours d'après la même étude, que 30% des compétences deviennent obsolètes d'une année sur l'autre. C'est très très vrai sur des compétences liées au digital. Nous, on le voit au quotidien dans notre métier. Ça veut dire tout simplement que si un collaborateur attend de partir 2 jours, 3 jours de formation par an en présentiel, sur un mode très classique et traditionnel, de toute façon, ça ne suffira pas pour suivre le rythme de la musique. Donc il faut bien trouver d'autres modalités qui permettent de mettre en permanence et de façon très individualisé, de façon très continue, le développement de ces compétences. Merci à vous trois. Juste quelques mots pour compléter. Je crois qu'on a une présentation effectivement assez complète de ce qu'est le digital learning, mais on n'a pas entendu trois vilains mots qui reviennent quand même souvent aujourd'hui quand on parle de digital learning. C'est MOOC, Cook et Spock. On parle même de SOOC. Donc ce sont des acronymes. Juste pour info, les MOOC normalement sont à des fins de communication pour les entreprises, et c'est ce qu'on appelle les grandes plateformes telles que Coursera ou Fun en France, qui sont là pour diffuser des cours gratuits ouverts à tous. Et Spock et Cook, c'est quand on décline ces formats-là au sein de l'entreprise, Cook de manière ouverte et Spock quand on réserve ça à un plus petit public de manière très rapide. Je voudrais juste remettre en lumière 5 grands points de cette révolution. Vous l'avez tous dit, il y a la notion de partage. C'est ça qu'il y a de nouveau dans le digital learning. On collabore quand on apprend. Il y a quand même la vidéo. Vous ne l'avez pas cité, mais le vidéo learning est un élément qu'on retrouve quand même classiquement dans tous ces nouveaux dispositifs. Il y a l'individualisation des parcours. C'est-à-dire, je peux me faire mon parcours de formation à la carte beaucoup plus qu'avant. Et puis 2 domaines qui sont plus du côté de la prospective quand on parle de la France. Tiffany faisait allusion, c'est l'adaptative learning, c'est-à-dire que à partir du moment où on va SIFI, comment on va faire maintenant pour que le parcours se personnalise automatiquement, hein, ça c'est l'adaptative learning qui est à base d'intelligence artificielle et qui notamment progresse beaucoup aujourd'hui en s'appuyant sur les technologies issues du deep learning. Et puis, tu le disais très bien, gros sujet qui pour moi, dans le marché aujourd'hui, est encore en naissance. Il y a des big data aussi dans le learning, parce qu'à partir du moment où on fait des parcours digitaux, on collecte énormément d'informations. Et je ne suis pas sûr qu'on sache très bien les exploiter et les lire aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de choses à inventer en la matière. Voilà, maintenant pour lancer le cœur de notre sujet, effectivement ce digital qui arrive, on a tous, je pense, 2 exemples assez classiques qui sont celui du secteur de la presse et de la musique, qui ont été fortement impactés par le digital. Hein. La presse, avec cette obligation de trouver un nouveau modèle économique et de renforcer sa ligne éditoriale, si j'essaye de synthétiser, et la musique avec un changement radical du modèle de distribution et un renforcement, mine de rien, de ce qui est présentiel. Alors présentiel, c'est un terme qui vient du learning, mais on fait plus de concerts qu'avant, et c'est là en tout cas qu'on va tirer les revenus.
Voilà, sachant que le digital dans ces deux secteurs a commencé par se manifester par l'émergence d'une offre gratuite, là où il y avait surtout une offre payante, et une production collaborative. La question que j'ai envie de poser à vous trois, c'est si on a ces modèles-là en tête, c'est quoi l'impact du digital sur le monde de la formation professionnelle ? Qu'est-ce que ça a changé de ce point de vue-là ? Alors, ce que moi j'ai vu en tant que responsable formation, c'est vraiment trois impacts majeurs sur la formation avec l'arrivée du digital. Le premier impact, et vous le savez tous, c'est l'accès à l'information qui est facile. L'information est partout, elle est partagée, elle est accessible. Et l'impact pour la formation de ça, c'est qu'il y a eu un inversement radical de la logique de formation. Avant, dans le monde d'avant, quelque part, la formation, c'était en présentiel et il y avait un transfert de compétences. Il y avait un expert qui parlait devant une foule, enfin devant une salle, et en espérant que les apprenants apprendraient et pourraient l'appliquer dans leur job. Aujourd'hui, c'est radicalement différent. C'est plus ça. L'information, elle est disponible. Donc, les participants, les apprenants, vont chercher en amont l'information. Et d'ailleurs, ils vont la chercher eux-mêmes ou bien on leur met à disposition. Si bien que dans tout ce qui est présentiel aujourd'hui, ce sont plus des ateliers, ce sont des gens qui ont été faire des expériences, qui partagent. Alors, moi, j'ai essayé ça, et vous, comment ça se passe chez vous ? J'ai réussi ça, j'ai pas réussi. Donc c'est radicalement différent. Et pour nous, les responsables formation, notre rôle là-dessus change beaucoup. Et donc ça, c'est le premier impact que j'ai vu. Le deuxième impact, c'est la technologie. La technologie, elle est belle, elle est facile, elle met surtout les gens en lien. Donc, chez nous, par exemple, à Groupama, c'est super important parce qu'on est dans toute la France et l'expertise est éparpillée dans toute la France. Et ça devient facile de demander à quelqu'un qui est à l'autre bout du pays de nous apprendre quelque chose, de partager quelque chose avec nous, puisque c'est facilité avec la technologie. Donc ça, c'est le deuxième impact fondamental et on le voit beaucoup en formation. Et puis le troisième impact du digital tel que je le vois moi, c'est la révolution des usages, l'évolution, on va dire, des comportements des usages. Et par ça, j'entends le collaboratif. Tu l'as mentionné tout à l'heure, Loïc. On parle aujourd'hui de co-apprentissage. On va construire ensemble les contenus. On va échanger entre nous, entre pairs, dans ces ateliers à distance ou présentiel. On va apprendre les uns des autres. On partage notre expérience. Et ça c'est assez nouveau. Alors, on parle aujourd'hui d'entreprises apprenantes et de plus en plus, ça va être vrai individuellement et collectivement. Voilà les impacts que je vois, moi, en tant que responsable formation. Jean-Baptiste. Alors effectivement, je crois qu'on fait tous le constat que le premier levier de formation ou d'information en tout cas, c'est Google, c'est tout ce qu'on peut trouver sur le web. Ça implique derrière une grande exigence pour nous, organismes, producteurs de contenu, d'avoir un contenu efficace et très fortement designé. Si c'est pour refaire exactement ce qu'on trouve de façon gratuite sur le web, ça a assez peu de valeur ajoutée. Donc pour moi, le contenu, c'est le produit, et puis le design de ce qui va faire acheter le produit, c'est toute la pédagogie qu'il y a derrière. Donc ça veut dire qu'on rentre sur des dispositifs qui sont de plus en plus complexes, individualisés, on l'a dit. Et un des enjeux les plus forts et sur lequel va être très utile le digital learning, c'est de donner envie d'entrer dans un processus de formation. Je disais tout à l'heure que 30% des compétences deviennent obsolètes d'une année sur l'autre. Le constat qu'on fait dans les entreprises, c'est que beaucoup des collaborateurs sont dans une logique liée aux compétences digitales ou d'autres, sont en incompétence inconsciente. Notre premier boulot, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils ont besoin de développer leurs compétences. Donc tout l'enjeu un des principaux enjeux, c'est de pouvoir les amener vers ça, les amener vers des dispositifs de professionnalisation. Et là, toutes les modalités qu'on a évoquées tout à l'heure, que ce soit vidéo, etc., les MOOC sont extrêmement utiles. Je crois qu'il faut être quand même très, très clair sur toutes ces modalités de digital learning. Ça ne fait pas tout. Et d'être au moins clair sur qu'est-ce qui relève de la sensibilisation, de la prise de conscience,
qui est vraiment un premier niveau, une première étape qui est très important dans le processus d'apprentissage. Et qu'est-ce qui relève véritablement de la professionnalisation? En tout cas, les modalités digitales ne sont pas adaptées à toutes les situations et à toutes les personnes. Et puis le deuxième enjeu, c'est effectivement, Aude le disait, c'est cette dimension de social learning, mais de prendre conscience que si c'est indispensable pour chaque collaborateur de développer ses compétences, c'est indispensable aussi de le responsabiliser dans l'apprentissage des autres collaborateurs. Donc la dimension de partage est essentielle. Je suis abonné à un fil Twitter, j'ai vu un article ou dans des groupes LinkedIn, etc. C'est de ma responsabilité de diffuser ça au reste de l'entreprise pour qu'eux aussi restent là-dedans. Et ça, c'est vraiment une marche très importante là-dessus. On accompagne un grand groupe dans le repositionnement de talent management et on a ce motto qui va être décliné à l'ensemble du groupe au niveau international qui est « Every day I learn and every day I share ». Pour vraiment, donc, tous les jours j'apprends et tous les jours je partage pour inciter à se responsabiliser dans ce partage d'expérience. Merci. Alors, l'impact du digital. Je vous invite, je vois qu'il y a plein de personnes dans la salle qui ont des téléphones, des tablettes, qui tapotent, etc. Vous pouvez tapoter, aller sur Google Images et taper module e-learning. Et vous regardez les images que vous avez. Et ça vous donne un peu une impression de l'impact du digital depuis 15 ans sur la formation en ligne. C'est-à-dire que vous voyez des images en fait, principalement liées à l'auto-formation. Donc il y a des petits bonhommes animés. C'est des choses qui font très, très, très vieillottes en fait. Et quand on dit e-learning, souvent on n'a pas... On s'imagine un peu ces petits bonhommes animés, un peu comme Adibou ou des choses comme ça. Et c'est vrai. Et c'est pas très moderne. Alors je n'ose pas le dire, mais c'est pas très moderne, c'est pas très swag en fait, tout simplement. Et pourtant, toute la journée, vous êtes sur Facebook, sur Twitter, vous partagez du contenu et vous faites plein de choses. Il y a plein d'interactivités, il y a plein de choses qui se passent. Et à côté, on a ces modules avec ces petites têtes d'Adibou en flash qui bougeotent, etc. Et aujourd'hui, non, je sais, c'est un petit peu exagéré. Je vois des, c'est un peu pour faire réagir. On s'est levé tôt et du coup, j'essaye de vous faire réagir. Mais donc tout ça pour dire que l'impact du digital, pour revenir à la question, en fait, aujourd'hui, les entreprises sont en train de se faire disrupter par le digital. Elles sont obligées de se battre pour être leaders dans leur secteur. Il y a beaucoup de start-up, il y a plein de nouveaux modèles qui sont créés. On l'a vu dans la musique, on l'a vu dans plein de secteurs. Et donc, pour rester compétitives, elles ont besoin d'adopter ce digital mindset. En tout cas, elles ont besoin d'intégrer des nouvelles pratiques, donc que ça soit le collaboratif, comme vous en avez tous les deux parlé, le partage de données, l'interactivité, etc. Et donc, nous, en tant que plateforme, justement, on essaie d'intégrer en fait tous ces usages actuels du web. Par exemple, quelqu'un va poser une question, le formateur va être automatiquement notifié de cette question pour réagir en direct. Ensuite, on va pouvoir faire des sessions de brainstorming où tout le monde va pouvoir proposer ses idées et upvoter les idées qui leur plaisent pour pouvoir remonter les idées pertinentes. Enfin, tous ces usages que vous connaissez, de les intégrer dans la formation pour pouvoir justement adopter, avoir ce digital mindset et pour que les entreprises puissent rester leaders et tirer bénéfice de toute la créativité de leurs collaborateurs en interne. Voilà. Je suis un peu têtu parce que j'avais un sujet qui était quand même sur le modèle économique et la refonte d'un secteur sous l'impact du digital. Là, on parle bien de ce que ça change pour l'apprenant et de notre métier, c'est très bien. Mais j'aimerais un tout petit peu recentrer là-dessus. Moi, il y a un nouveau métier, il me semble que ça fait apparaître. Là, quand je suis en train de vous parler, je suis dans la même position que le formateur classique. Voilà, il y a pas de. Je fais ma propre médiation.
Si on m'avait dit, par contre, attention, tu vas être tourné et ensuite on va te diffuser devant la même salle, sans que je sois physiquement présent, eh ben, il y a un autre métier qui apparaît, c'est le monsieur derrière la caméra qui doit bien me cadrer. Normalement, il y a un réalisateur pour essayer de faire en sorte que tout ça soit avec une bonne narration, bien séquencée et dynamique. Et puis, on ne va pas faire en sorte que ça dure 1 heure. D'ailleurs, on va raccourcir le délai pour que vous suiviez cette vidéo. Donc, il y a un nouveau métier qu'amène le digital learning, qui est celui de la médiation entre le sachant et la diffusion de la formation. Et dans les modèles économiques qui sont très fortement impactés, il me semble qu'on ne distribue plus, on ne vend plus la formation comme avant. C'est ça que ça amène le digital. Et ça, c'est en train de bouger. 360, avec son offre de marketplace, est assez emblématique en la matière. Avant, je passais par mon RH qui avait un catalogue d'organismes de formation, et puis c'était référencé selon ma convention collective, etc. Aujourd'hui, le premier salarié venu, déjà, il peut s'en fiche et aller tout simplement se taper un cours de marketing de Princeton sur Coursera, sans demander l'avis à qui que ce soit. Donc je pense que là, il y a une vraie révolution, et c'est assez classique, hein, le digital, ça commence par toucher généralement le mode de distribution. Ça, il me semble que c'est une vraie révolution. J'ai envie de vous demander, la formation sur étagère dans notre secteur, c'est ce qu'on appelle les formations déjà faites. Hein. Il y a les formations qu'on fait sur mesure pour une entreprise, puis il y a les formations sur des thématiques, on les produit, puis après les gens viennent les acheter à l'apprenant. Demain, pour vous, comment vous allez faire votre marché en termes de formation sur étagère? On va les acheter auprès d'organismes de formation ou il y aura l'équivalent d'un iTunes de la formation? Qui veut? Moi, je me pose la question, quel est mon rôle demain en tant que responsable formation? Alors, je crois que tu parlais du rôle de référenceur, ça sera toujours un petit peu ça, mon rôle, hein. Un peu dans cette logique de catalogue, mais ça, c'est un rôle qui, pour moi, hein, selon moi, va diminuer. Ça sera plus tellement mon job. En revanche, ce qui va augmenter de plus en plus dans mes activités de responsable formation, de DRH, c'est le suivi de mes collaborateurs et créer des opportunités d'apprentissage pour eux. Donc oui, je vais aller chercher des modules qui existent déjà, je vais aller les proposer à mes collaborateurs. Je m'attends aussi à ce qu'ils soient autonomes et qu'ils aillent se former eux-mêmes, très clairement. Et il y a toujours des sujets, par exemple, moi je suis dans l'Académie des métiers, donc tout ce qui est métier assurance, c'est très précis. Et donc ça peut être que c'est pas sur étagère. Donc je vais aller chercher des gens qui peuvent faire pour moi une formation, des modules, un dispositif qui soit attrayant, dont le contenu est pertinent, dont le contenu est de qualité. Donc oui, je vais aller chercher des choses qui sont à disposition. Je m'attends à ce que les collaborateurs aillent chercher eux-mêmes des choses par eux-mêmes. Et quand j'en ai besoin, je vais aller chercher des experts pour me faire quelque chose de pertinent, d'efficace. Mais tu crois que demain, il serait possible qu'il y ait une plateforme unique où on va faire ses achats, ou une ou deux, qui prendraient le lead? Une plateforme unique, je ne sais pas, quand je regarde aujourd'hui, il y en a 10, 20, il y en a 10 qui veulent être numéro 1. Ouais, d'accord, ok, allez-y. Moi, je vais chercher un peu, en tant que responsable formation et en tant que collaborateur moi-même, que personne, je vais faire mon marché moi-même. Je ne pense pas qu'il y aura une seule plateforme, non. Donc avec un rôle de référenceur côté RH. Jean-Baptiste? Oui, effectivement, je trouve qu'il y a toujours un parallèle à faire entre notre vie de consommateur et puis la vie du collaborateur et de l'apprenant. Aujourd'hui, quand vous êtes consommateur, vous avez deux solutions. Soit vous continuez pour faire vos courses à pousser un chariot sur du carrelage blanc, soit effectivement vous allez sur des plateformes de e-commerce où il y a tout un tas d'avantages, de facilités liés à ça. Pour la formation, c'est exactement la même chose. Si notre caddie avec le carrelage blanc, c'est les formations inter, par exemple, on le voit bien sur le marché de la formation. Ça a été accéléré d'ailleurs avec une réforme. En ce moment, ça n'a pas trop la cote. Tous ces organismes traditionnels qui faisaient beaucoup d'inter souffrent énormément. En revanche, on voit très clairement qu'aller sur des plateformes comme 360 ou d'autres, effectivement, d'acheter des différentes séquences, différents modules, créer des parcours par rapport à ça, c'est un usage qui se développe, qui répond à un besoin simple, qui est celle du juste à temps aussi. S'il faut attendre 3 mois avant de suivre la formation de 2 jours pour tel et tel sujet, aujourd'hui, 3 mois, c'est très très long. On voit aussi que les collaborateurs n'ont plus le temps de partir 2 jours en formation, donc ils sont plutôt friands de modules extrêmement courts, et quitte à être formés plus souvent. Donc on arrive sur une forme dans la formation du e-commerce de la formation avec ces différents modules.
Donc, bien sûr, des nouveaux acteurs qui sont en train de se créer par rapport à ça, et un enjeu clé, qui est la diffusion, et de comment se faire identifier et référencer sur ces modules. Donc, pour les producteurs de contenu comme nous pouvons être, c'est clé de savoir qui vont être les meilleures personnes pour les diffuser. En tout cas, les producteurs de contenu seront sans doute assez différents des distributeurs de contenu, tout comme sur une plateforme de e-commerce, vous allez trouver plusieurs marques. Bah, ça tombe bien, on a à côté de nous quelqu'un qui se lance dans la distribution de contenu et dans le fait d'être une plateforme de référence en formation professionnelle. Tiffaine. Oui. Alors, est-ce qu'il y aura un prochain iTunes? Je pense que la bataille. Est-ce que, pardon? Est-ce que c'est votre ambition? Ouais. Nous, notre ambition, en fait, je pense que la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va chercher sur une marketplace. Donc, vous avez évoqué l'exemple de Spotify, de iTunes. Bon, en tout cas, Spotify, il distribue du contenu. Si on parle de Uber, il propose un service compétitif. Et dans l'éducation, il y a à la fois cet enjeu de contenu, donc quel va être le meilleur contenu, mais il y a aussi cet enjeu de service. Donc en fait, on est un peu entre les deux types de marketplaces différentes, puisque finalement, l'apprentissage, c'est pas seulement regarder une vidéo, c'est, comme je le dis comme je soulignais depuis le début, c'est aussi comment je vais pouvoir interagir sur ce contenu, quelle va être mon expérience, comme tu l'as aussi noté. Donc en tout cas, le nouveau iTunes, s'il en existe, c'est un peu difficile de dire si c'est applicable à la formation. Mais en tout cas, il y aura ces deux éléments clés. L'acteur qui gagnera cette bataille aura ces deux éléments clés, c'est-à-dire à la fois du contenu pertinent, mais à la fois aussi une expérience et un service intéressant. Donc, quand je dis service, c'est-à-dire des formateurs qui vont pouvoir suivre ce qui se passe sur la plateforme, qui vont pouvoir tout de suite réagir à ce qui se passe du côté des apprenants, avec par exemple une interface qui permet d'être notifié des taux de complétion, de vraiment avoir une relation beaucoup plus intime et beaucoup plus agréable et directe avec les apprenants. Oui, mais est-ce qu'une des contraintes, quand on veut être une plateforme marketplace, ouais. À un moment donné, inévitablement, et si on regarde les autres secteurs, ça fait partie des choses, il y a d'une part, il y a l'exhaustivité, oui. Parce qu'une marketplace, si j'y trouve pas tout et que je suis obligé d'aller sur 3-4 assez rapidement, oui. j'y retourne pas. Et puis la deuxième, c'est le label qualité. Est-ce que j'ai vraiment une garantie de ce que je vais trouver derrière? Et en formation, c'est extrêmement fort. En musique, bon, ça c'est une question de goût, mais j'ai besoin de savoir si j'achète chez 360 Learning une formation, est-ce que je vais avoir un niveau de qualité homogène? Or, vous faites appel, vous commercialisez différents producteurs de contenu. Donc, il y a un moment donné, il y a la question de la ligne éditoriale. Oui, bien sûr. Bah, nous, personnellement, sur notre marketplace, pour l'instant, on travaille principalement avec des grandes écoles, HEC, Sciences Po, le CELSA, etc. Mais effectivement, il y a cet enjeu de ligne éditoriale et comment on va réussir à proposer le meilleur contenu. On peut imaginer, en se projetant, que justement les utilisateurs vont pouvoir sélectionner eux-mêmes le meilleur contenu. Comme on peut voir aujourd'hui, on va découvrir les meilleures vidéos YouTube parce qu'elles ont été beaucoup vues. Enfin, celles qui sont les plus pertinentes parce que justement, il y a une expérience... Il y a déjà une start-up qui s'est créée sur ce sujet-là, d'ailleurs, mais qui est plus sur les MOOC en général. Donc voilà, avis aux amateurs, un TripAdvisor de la formation professionnelle, manifestement, il y aurait un coup à jouer. On se rapproche de la fin, que je voudrais quand même qu'on puisse entendre les questions de la salle. Mais je voudrais juste revenir sur... on parle d'ubérisation, etc. Pour moi, le principal acteur qui risque d'ubériser la formation, c'est LinkedIn. Qui a déjà fortement ubérisé le recrutement et les techniques de recrutement. Et on sait que ça taraude sérieusement, il y a eu déjà des tests là-dessus, pour l'instant ça n'a pas complètement pris, mais LinkedIn de proposer des modules en ligne qui viendraient certifier la compétence qu'on met dans son CV. Et ça, c'est quand même pour les acteurs de la formation fortement interpellant quand on voit la puissance que peut avoir LinkedIn et puis tout l'enjeu de son propre personal branding et de sa mise en avant. Voilà.
un point pour rebondir sur ce que disait Tiffaine. Tiffaine, tu parlais des formateurs qui doivent être actifs, interactifs, etc. Et pour compléter ce que tu dis, ce que moi je vois, c'est que les formateurs, ce sont plus les formateurs d'avant, c'est aussi les gens de mon business. Hein, et ça peut être un point intéressant parce que quand moi je mets en place avec des entreprises, des startups, un parcours de formation, je m'attends à ce qu'on accompagne mes experts internes à devenir interactifs, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais ajouter parce que je crois que c'est important. Pour conclure, je voudrais vous poser une dernière question très économique. Hein, notre secteur bouge. On va faire un peu de prospective en pensant là encore aux autres secteurs. Traditionnellement, chez nous, c'est les organismes de formation qui étaient les acteurs qui gagnaient de l'argent sur ce secteur. C'était les plateformes de LMS qui coûtaient relativement cher en déploiement et en accompagnement et en conseil. On a tous en mémoire aussi, il y a eu la très forte mode, elle est toujours présente, hein, mais avec des très gros budgets autour du serious game. Demain, qui va gagner de l'argent, où vont être les revenus dans le secteur de la formation professionnelle sous l'impact du digital? C'est les formateurs, c'est les plateformes d'hébergement, c'est les distributeurs. Où vont se situer les nouveaux modèles économiques? Ce qui est très clair pour moi, c'est que le budget formation diminue. Donc, c'est une mauvaise nouvelle, hein, ça diminue en euros. En revanche, et c'est un peu paradoxal, mais ce qui se passe, c'est que la formation, le périmètre de la formation s'agrandit. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui de développement des compétences. Et donc, on va aller chercher des développements des compétences un peu dans d'autres secteurs de l'entreprise, des projets, des initiatives. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que si on est un petit peu malin, on va aller chercher l'argent différemment. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qui est clair aussi, c'est que ce qui diminue, c'est l'argent que je vais payer, moi, qu'on va payer sur des formations en présentiel. Ça, il va en rester quelques-unes, avec beaucoup d'expertise, mais ça diminue drastiquement, hein, c'est clair, parce que, comme on disait tout à l'heure, ce qui va augmenter de plus en plus, c'est les ateliers en interne. On apprend avec ses pairs, on apprend à distance avec des gens dans l'entreprise, et ça, ce sont des gens internes, donc ça ne nous coûte pas très cher. Donc, pour répondre à ta question, moi, je pense que là où il y a de l'argent, c'est dans la qualité. En tant que responsable formation, je vais faire très attention à mon niveau d'exigence. Et je suis de nature assez exigeante, mais là, vraiment plus. Sur la qualité du contenu, il faut que ça soit pertinent, ce que j'achète. Je vais avoir un œil sur l'efficacité. Je vais chercher quelque chose qui m'assure qu'il y a un impact. C'est une très bonne nouvelle. Je me permets de t'interrompre, tout simplement parce que je ne citerai pas de nom, mais il y a des entreprises qui se positionnent dans cette révolution digitale de la formation sur l'idée, au contraire, de faire du produit très low cost et de dire la formation, ça va devenir très peu cher, quitte à pas faire beaucoup de qualité, à industrialiser au maximum la production. Ouais, moi, je serais dubitative là-dessus. Je cherche, si j'investis, je veux un retour sur investissement le maximum. Enfin, optimum, on va dire. Et puis, il y a autre chose aussi que je regarde de plus en plus d'ailleurs, c'est comment est-ce que mes apprenants, enfin mes collaborateurs, les gens de mes équipes et de l'entreprise vont être motivés à apprendre. Et donc, quelque part, il faut que ça soit intéressant, attractif, nouveau, il faut qu'ils restent dedans, parce que sinon, l'efficacité diminue. Donc, exigence sur le contenu, sur la technologie et sur la façon dont le dispositif est mis en place pour que les gens apprennent, restent. Jean-Baptiste ? Bon, qui va gagner de l'argent là-dessus? C'est ceux qui proposeront le maximum de création de valeur pour l'apprenant. Alors, il y a deux choses, je trouve, par rapport à ça. C'est-à-dire que si c'est pour faire des modules e-learning, comme on les a connus ces dernières années, ça c'est mort. Moi, j'ai toujours en tête le patron du e-learning, ça existe dans des grands groupes, hein, qui disait ce module-là, il a extrêmement bien fonctionné. Quand on demande pourquoi, les managers ont mis une pression d'enfer. Donc voilà, donc il a bien fonctionné, il y a eu un taux de connexion de 80%. C'est complètement déjà anti-pédagogique, c'est-à-dire qu'on ne donne pas à boire un âne qui n'a pas soif. Donc si c'est pour que les managers collent une pression pour faire venir les gens en formation, c'est déjà pas normal, c'est qu'il y a un problème. Donc il va falloir enrichir tous ces contenus. La deuxième proposition de valeur par rapport à ça, c'est d'accompagner et de concevoir des dispositifs d'apprentissage
multicanaux. Donc, c'est de repenser l'ensemble des dispositifs d'apprentissage pour multiplier ces opportunités d'apprentissage, etc. Et là, il y a un gros boulot parce que c'est vraiment un changement culturel dans l'entreprise, mais c'est aussi de nouveaux acteurs qui vont se repositionner là-dessus en termes d'accompagnement, sans doute un petit peu plus de conseils. Et puis, bien sûr, je pense que les distributeurs aussi ont quelque chose à gagner là-dedans. Alors, vous avez déjà dit pas mal de choses, mais effectivement, pour reprendre un peu le point que j'évoquais tout à l'heure, c'est à la fois du contenu de qualité et à la fois une expérience interactive. Et c'est intéressant parce que tu disais que justement, un des enjeux forts, c'est le taux de participation, l'engagement, l'interaction, parce que lancer des formations, c'est un dispositif qui coûte de l'argent. Et très souvent, on voit que les taux de complétion sont assez bas. Et donc là est tout l'enjeu, justement, de l'interactivité. Et moi, ce qui m'enthousiasme, qui fait que je suis hyper heureuse d'être là, etc., c'est de me dire, tous les jours, on prend des photos, on fait plein de choses sur notre téléphone, sur les réseaux sociaux, il y a plein de contenu super qui est créé, et on passe beaucoup de temps à interagir sur ces plateformes, sur ces outils, etc. Et demain, en fait, on va pouvoir capitaliser sur ces pratiques-là, mais dans la formation. C'est-à-dire que j'imagine un monde où on va pas prendre un selfie, on va prendre un selfie de ses vacances, et puis quand on va être au travail, en fait, on va prendre en photo le câble qu'on est en train de brancher. Si on a un technicien EDF, on va le mettre sur la plateforme, et nos collègues vont interagir, vont dire c'est intéressant, comment c'est dans l'autre sens, ou j'en sais rien, ou comment tu as fait ça, et qu'il y ait une émulation comme ça qui existe déjà ailleurs et qu'on va pouvoir mettre dans la formation. Et ça, je me dis, c'est génial parce qu'on va pouvoir vraiment apprendre, et la transmission du savoir dans le monde professionnel va pouvoir accéder à un stade beaucoup plus avancé, et les possibilités sont infinies. Donc c'est très enthousiasmant. Voilà. Moi, je vais répondre à ma propre question de manière un peu provocatrice. Moi, je pense que c'est l'entreprise qui va gagner de l'argent, peut-être, parce que tout simplement, il y a aussi un nouveau modèle qui apparaît. Jusqu'à présent, je vais acheter une formation à quelqu'un qui va me la faire sur mesure ou qui l'avait sur étagère. Nous, de plus en plus, on est sollicité sur ce que j'appelais tout à l'heure de la coproduction. C'est-à-dire que l'idée du digital learning, c'est j'investis au lieu d'avoir des charges d'exploitation comme en formation classiquement. Puis ensuite, plus j'aurai d'apprenants, plus j'aurai amorti mon investissement. Et puis, j'ai intérêt à ce que mon investissement, c'est-à-dire mon digital learning, soit un module effectivement qui marche, qui a un beau taux de complétion avec des gens qui sont contents et qui y retournent. Et aujourd'hui, on a un modèle économique avec certains de nos clients qui consiste à dire, au lieu de vous facturer la fabrication du parcours, on va partager la note. Et puis nous, on va être intéressés comme producteurs de contenu au fait que ça marche et qu'il y ait des inscrits dessus. Donc on va se partager des revenus, ou on va indicer le revenu sur le nombre de participants. Ça, je pense que c'est aussi une vraie révolution, parce que ça veut dire qu'on est associé jusque dans les effets de la formation quand on la conçoit et quand on offre ce service aux entreprises. Ça peut pas mal changer les choses. On va vous faire des économies. Et puis sur le long terme, nous, ça nous crée du récurrent. Donc je pense que tout le monde peut être content. En tout cas, ça peut créer des modèles économiques assez vertueux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je dois pouvoir le faire sans micro. Donc j'avais juste, en vous écoutant, une question, c'est est-ce que vous avez connaissance de plateformes open source de production de contenu de formation ? Alors, est-ce qu'on a connaissance de plateformes open source de production de contenu de formation ? L'apparition d'un micro. Voilà. Alors, un micro qui marche pas. je vais me permettre de répondre en premier. Plateforme pour héberger, il y en a plein, des plateformes open source. On peut citer OpenEdX, on peut citer Canvas, on peut citer Moodle. Voilà. Production de contenu. Alors, c'est votre question un peu ambiguë. Plateforme de production de contenu, on va dire que ça, c'est quand une plateforme permet de structurer son contenu en ligne. Je vais reciter les mêmes noms. Après, est-ce qu'il y a des plateformes qui offrent du contenu qui soit gratuit ? C'est les MOOC. Vous trouvez effectivement du contenu de formation gratuitement sur le net de ce point de vue-là. Voilà. Après, des plateformes directement de diffusion de contenu de formation professionnelle gratuit, moi, rien ne me vient à l'esprit, a priori, mais peut-être que... Est-ce que... Non, après, chaque acteur a besoin de trouver son modèle économique. Donc, est-ce qu'un acteur oserait faire du complètement gratuit là-dessus ?
Je sais pas, ça peut être une idée. Mais On est en B2B quand même, donc après il y a la question effectivement d'où est-ce que je tire le revenu et je finance mon activité. Est-ce que nous avons une autre question? Je suis arrivé en retard, mais ça y est, le micro marche. Et je peux vous passer le micro. Tout va bien pour vous. Ça peut être une remarque, hein, ça peut être un éclairage sur monsieur dans le fond. Ouais. Bonjour. Bonjour. Juste une petite question parce que c'est très excitant cette perspective de révolutionner la formation. Je pense notamment à l'obligation légale des employeurs de fermer. Est-ce que ces modules en ligne, c'est pas une façon performante d'y répondre en fait? Enfin, c'est plus une remarque qu'une question en fait. On sent vraiment un champ des possibles, mais complètement révolutionné. Oui, alors en fait, l'obligation de former vient de tomber. En revanche, on avance, nous les entreprises, vers une obligation de résultat. Il faut que nos collaborateurs accroissent leurs compétences, montent en compétences et soient employables. On sera jugé dans quelques années sur la montée en employabilité quelque part. On n'est plus obligé de former. Alors nous, dans l'assurance, on a une tradition d'un certain budget de formation et on va continuer, c'est sûr. Dans les PME, dans les autres groupes, probablement ça va diminuer le montant de la formation. Donc c'est tombé, pour répondre à votre question, l'obligation est tombée. En revanche, l'entreprise, et je rejoins un peu ce que disait Loïc, a tout à gagner à avoir des collaborateurs performants, engagés et qui sont agiles pour aller chercher des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Donc la formation, moi j'y crois toujours. C'est peut-être une conclusion aussi, mais c'est le grand développement de ce qu'on appelle l'apprentissage informel, donc qui sort de la salle de formation dans un lieu donné, dans un temps donné. Et effectivement, tout cet apprentissage informel qui rentre dans ce multicanal de l'apprentissage échappe aussi à tous les dispositifs légaux et l'enjeu de réglementation de la formation qui est en train de tomber d'une certaine manière, simplement. Et le gros enjeu, c'est ça, c'est justement de profiter de cette réglementation qui s'est ouverte pour arriver sur d'autres modes d'apprentissage qui sont plus contraignants du point de vue du législatif. Moi, je pense que, pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, on passe d'une formation qui est une obligation, un devoir dans le monde professionnel à quelque chose où l'entreprise va être un prestataire de service obligatoire. Ça va faire partie des notes qu'on mettra à une entreprise et du plaisir qu'on aura à y rester, la capacité qu'aura cette entreprise à nous proposer des formations qui nous permettent de nous développer au-delà de l'intérêt de l'entreprise, parce que on le voit bien même d'un point de vue législatif, et là il y a une loi qui fait bien qui est sous les feux de la rampe en ce moment, mais qui continue à individualiser, à dire le droit à la formation, il est plus lié au fait que je sois dans telle ou telle entreprise, mais il est lié à mon statut à moi personnel, et c'est des droits qui vont m'accompagner toute ma vie. Ce droit individuel à la formation, il va complètement de pair avec la révolution du digital learning, où j'ai une consommation, une autonomisation, une individualisation de mon parcours de formation. Une dernière question, bonjour. J'aurais une petite question, je reviens sur ce que vous disiez sur la loi. Vous dites que la loi est tombée pour les entreprises, l'obligation pour les entreprises de former leurs employés. Pourtant, on paye dans nos charges Oui, bien sûr. un droit à la formation. Qu'est-ce que devient cet argent si vous n'êtes pas obligé de En fait, j'étais un peu rapide. Avant, l'année dernière, on avait un certain pourcentage de la masse salariale qui était obligatoirement dédié à des actions de formation. Maintenant, ce n'est plus le cas. Pour les grandes entreprises. Bien, il me reste à vous remercier pour votre attention et à vous trois. Merci pour votre participation. Merci beaucoup.